Mes chers compatriotes, bonjour. La crise multidimensionnelle qui secoue notre pays invite les acteurs politiques et ceux de la société civile à un débat politique franc et respectueux des positions divergentes, mais certainement constructives pour le pays. Le RFC s'étonne de la violente charge des forces politiques clairement rétrogrades contre les idéaux portés et défendus par une opposition non accommodante au pouvoir. Pour la population, le RFC dit sa conviction de ne point se résigner ni de faiblir face aux intimidations du parti politique au pouvoir, qui ne doit son existence que par la captation des richesses nationales et la confiscation des libertés constitutionnelles de réunion et d'expression. L'aversion de la majorité présidentielle aux réseaux sociaux traduit ses inquiétudes face à son propre avenir proche. Je nous invite au calme et à la sérénité. N'ayons pas peur. Grâce à Internet, la peur vient de changer de camp. Malgré les violences psychologiques et physiques, le peuple est disposé à écrire la page du changement dans le pays. Je nous fixe de casser le plafond de verre et de renverser la table. Compte rendu hebdomadaire de la 11e réunion du Conseil des présidents, élargie au secrétariat général du Rassemblement des forces du changement RFC. Le Conseil des présidents, élargi au secrétariat général du Rassemblement des forces du changement RFC, s'est réuni par visioconférence entre Brazzaville et la diaspora le dimanche 7 décembre 2025 de 15h30 à 18h30. Placé sous la coordination de M. Clément Mirassa, président, du Dr Marcel Ngitokoulou, premier vice-président, de M. Jean-Jacques Serge Yombi Opango, deuxième vice-président, était inscrit à son ordre du jour la vie interne du Rassemblement des forces du changement, la situation sociopolitique et économique du Congo, le climat politique dans le monde, notamment en Afrique. À l'entame de la réunion, M. Clément Mirassa a appelé aux participants l'intérêt de l'implication de chacun dans le combat pour l'alternance en vue de la transformation sociale, politique et économique du Congo. Dans un souci de cohésion du RFC et d'efficacité dans son action, M. Mirassa invite les présidents et secrétaires à ne point céder aux sirènes de la déstabilisation actionnées par le système néopatrimonial au pouvoir. Seule la détermination, la conviction et la solidarité constituent le mortier nécessaire à la croissance des idées pour le changement au Congo. La conscientisation des populations est la seule arme démocratique entre les mains du RFC
pour gagner le combat contre le colonialisme national au service d'un peuple libre et responsable, capable de reconstruire dans la coexistence politique un pays réellement indépendant en harmonie avec des idées panafricanistes. Grand 1 de la vie interne du Rassemblement des forces de changement, de tous les sujets débattus au niveau interne. La question de l'ancrage du RFC a retenu la plus grande attention des participants. En effet, ces derniers ont salué avec la plus grande considération le dévouement exemplaire et le travail remarquable accompli par le président Christian Sir Roderick Mayanda dans la mobilisation des énergies, des ressources et des moyens nécessaires à l'organisation des rencontres citoyennes du RFC. Grâce à son engagement constant, à son sens aigu de l'organisation et à sa capacité à fédérer les bonnes volontés, ces rencontres se déroulent dans les conditions satisfaisantes, avec une appréciable participation citoyenne. La forte adhésion de la population congolaise observée lors de ces différentes étapes témoigne de la pertinence de la démarche engagée, mais aussi de la confiance que les citoyens accordent à l'action menée. Le président Mayanda, par sa disponibilité, a su insuffler une dynamique positive, mobiliser efficacement les ressources humaines et matérielles et créer un cadre propice à l'expression des attentes citoyennes. Les rencontres citoyennes ainsi initiées contribuent de manière significative au renforcement du lien entre le RFC et les populations, tout en consolidant l'ancrage du mouvement sur le terrain. Ces résultats méritent d'être soulignés et encouragés, car ils participent pleinement à la construction d'une mobilisation durable, inclusive et tournée vers l'intérêt général. Grand 2 de la situation sociopolitique et économique du Congo. Au niveau national, 4 thèmes ont été débattus dans le cadre de la défense des intérêts des Congolais. La paupérisation croissante, tison de la grogne sociale. Le déguerpissement des commerçants ambulants des marchés de Brazzaville. La colère des victimes des explosions du 4 mars 2012 en Pila, Brazzaville. La suite de la critique de la révision unilatérale des listes électorales. Des travaux préparatoires du congrès du Parti congolais du travail, un congrès pour la conservation du pouvoir. Grand A, la paupérisation croissante, tison de la grogne sociale. Année après année, 42 ans plus tard, sous la présidence du couple Denis Sassou Nguesso et PCT Parti État, le Congo va mal et très mal, avec une dette publique colossale dépassant les 70% du PIB concédé par la CEMAC. Le Congo est en quasi-cessation de paiement, ne devant sa survie qu'aux perfusions financières du Fonds monétaire international et des fonds vautours, comme en témoigne l'emprunt obligataire de 670 millions de dollars
récemment contracté par le gouvernement congolais au taux d'intérêt prohibitif de plus de 13%. Croulant sous le poids non soutenable de la dette publique, 2 121 € par habitant, soit 1 391 285 francs CFA par Congolais. Le pays est secoué par des mouvements sociaux et revendications sociales de diverses couches de la société. Pour des salaires, pensions et bourses impayées, les enseignants, employés de mairie, retraités et étudiants expriment un mécontentement devenu chronique au travers des grèves çà et là depuis au moins 1 an. En vertu de la Constitution, le droit de grève est garanti et s'exerce dans les conditions fixées par la loi. Le droit du travail prescrit également le droit de grève comme un moyen de défense des intérêts collectifs et professionnels des salariés. C'est à ce titre et conformément à la loi que les travailleurs congolais se mobilisent pour leurs droits, contrairement à l'aveu du président de la République qui, dans son discours sur l'état de la nation du 28 novembre 2024, qualifiait ces mouvements sociaux de grèves anarchiques. Cela traduit simplement son mépris total de la paupérisation des familles. La crise sociale à l'université Marien Gouabi. Le Rassemblement des forces du changement est très préoccupé de la situation sociale grave et persistante qui prévaut au sein de l'université Marien Gouabi, institution publique historique, pilier de la formation universitaire dans notre pays. Depuis plusieurs semaines, les enseignants de l'UMNG sont contraints d'observer des grèves répétées en raison du non-paiement de leur salaire, de l'accumulation d'arriérés financiers, du retard chronique dans le règlement des heures complémentaires et des vacations, ainsi que de l'absence de garanties claires quant à la régularité future des paiements. Cette situation plonge des milliers d'étudiants dans l'incertitude, des centaines d'enseignants et leurs familles dans une précarité indigne et compromet gravement le fonctionnement normal de l'université. Ce mouvement social, loin d'être un acte de défiance gratuit, est l'expression d'un profond malaise et d'un sentiment d'injustice largement partagé. Ils mettent en lumière une disparité choquante dans le traitement réservé aux établissements publics d'enseignement supérieur. Alors que l'université Marien Gouabi, qui forme depuis des décennies l'essentiel des cadres congolais, peine à assurer le paiement régulier de son personnel, l'université Denis Sassou Nguesso bénéficie quant à elle de moyens financiers conséquents, d'investissements visibles et d'une attention soutenue des pouvoirs publics. Cette différence de traitement pose une question politique majeure. Comment justifier que des ressources publiques importantes soient mobilisées pour une université nouvelle pendant que l'université publique historique du pays est laissée dans une situation d'asphyxie financière et sociale? Cette politique de déséquilibre fragilise l'ensemble du système d'enseignement supérieur, creuse les inégalités entre institutions et mettent en péril la qualité de la formation dispensée aux étudiants.
Le RFC dénonce avec force cette injustice structurelle. Le RFC rappelle aux autorités congolaises que l'égalité de traitement entre institutions publiques est un principe fondamental de l'action de l'État et que le respect des droits sociaux des travailleurs, notamment le paiement régulier des salaires, ne saurait être négociable. Face à cette crise, le RFC prend à témoin l'opinion nationale et internationale du fait que le régime au pouvoir a récemment souscrit un emprunt obligataire de 670 millions de dollars au prix d'un taux d'intérêt irréaliste de plus de 13% officiellement pour solder la dette domestique. Ainsi, le RFC réclame le paiement immédiat et intégral de tous les arriérés de salaire, d'heures complémentaires et de vacations dues aux enseignants de l'université Marienne Gwabi. L'ouverture urgente d'un dialogue social sincère et contraignant, débouchant sur un protocole garantissant la régularité des paiements. L'instauration d'une politique transparente et équitable de financement de l'enseignement supérieur public, assurant un traitement juste entre l'université Marienne Gwabi et l'université Denis Sassou Nguesso. Le RFC réaffirme son attachement au service public de l'éducation, à la formation de la jeunesse congolaise et à la stabilité du pays. Cependant, il ne peut accepter que la dignité des enseignants et chercheurs soit continuellement bafouée et que leur institution soit marginalisée par des choix politiques injustes. Le Rassemblement des forces du changement exhorte les autorités nationales à prendre toute la mesure de cette crise et à agir sans délai. Nous appelons également les médias, les organisations de la société civile, les partenaires internationaux et l'ensemble de la communauté universitaire à se mobiliser pour que justice soit rendue aux enseignants et chercheurs de l'université Marienne Gwabi. Grand B, le déguerpissement des commerçants ambulants des marchés de Brazzaville. Au cours de la réunion, le secrétaire général adjoint du RFC, M. Charles Roser Kimbene, a édifié l'auditoire sur l'opération dite déguerpissement qui se déroule au Congo. Le constat est alarmant. Depuis plusieurs semaines, l'opération de déguerpissement menée dans notre pays est présentée par les autorités comme une action nécessaire pour rétablir l'ordre urbain et assainir l'espace public. Pourtant, à l'épreuve des faits, cette opération apparaît davantage comme une démonstration de force que comme une politique publique réfléchie. L'exemple du marché Total illustre clairement les dérives d'une gouvernance qui sacrifie la justice sociale sur l'autel d'une émergence virtuelle pour 2025. Dans l'absolu, l'assainissement urbain est indispensable. En effet, outre la sécurité, la dimension environnementale pèse lourd. Les étals sauvages génèrent des montagnes de déchets organiques. Ces obstructions aggravent les inondations locales et provoquent des reflux d'eau usée jusque dans les maisons riveraines. L'incapacité à impulser une vraie politique de voirie urbaine alliant protection de l'environnement et efficience économique altère la salubrité publique.
Depuis au moins 2009, les pouvoirs publics se révèlent impuissants devant l'insalubrité publique rapportée à l'encombrement des principales artères des villes congolaises, en particulier à Brazzaville et à Pointe-Noire, par des épaves de voitures abandonnées, mais également par des vendeurs ambulants relevant du commerce informel. Le cas du marché Total est très révélateur. Véritable poumon économique informel de Brazzaville, ce marché faisait vivre des milliers de commerçants, de porteurs, de restauratrices et de petits vendeurs. En le démantelant, sans mesures alternatives viables, les autorités n'ont pas seulement détruit les étals, elles ont anéanti des moyens de subsistance. Derrière chaque table renversée se cachait une famille dépendante de cette activité quotidienne pour manger, se soigner et scolariser les enfants. Peut-on sérieusement parler de salubrité ou d'ordre public lorsque les populations sont livrées à une extrême précarité? Au-delà de l'esthétique urbaine, l'occupation des trottoirs par des étals informels, des épaves automobiles ou des dépôts de matériaux pèse sur la fluidité de la circulation, freine le transport des marchandises et compromet la sécurité des usagers. D'après la Chambre de commerce de Brazzaville, les embouteillages imputables aux encombrements grèveraient jusqu'à 15% les coûts logiques des PME. Pour le RFC, devant les défis environnementaux et sanitaires, il faut motiver les familles au tri d'ordures, au compostage des résidus alimentaires, interdire et recycler au tri d'ordures, interdire et recycler les matières plastiques dans un élan de résilience climatique, créer une police municipale et sanitaire dédiée à l'éducation des populations aux mesures d'hygiène sanitaire, mais également à sanctionner les contrevenants. Prévoir la multiplication des zones piétonnes, la réhabilitation des voiries secondaires et l'intégration d'espaces verts linéaires. Grand C, la colère des victimes des explosions du 4 mars 2012 en Pila, Brazzaville. Les explosions du 4 mars 2012 ont fait au moins 282 morts, plus de 2300 blessés, dont 114 valides, plus de 25 000 déplacés, dont 17 000 sans-abri. 13 ans plus tard, plusieurs familles sinistrées recherchent toujours un logement digne. Le RFC apporte un soutien inconditionnel aux familles sinistrées pour la prise en compte globale des détresses psychologiques et matérielles conformément aux engagements du gouvernement. Le RFC appelle à revoir l'emplacement et l'aménagement des sites militaires et ou industriels chimiques en milieu urbain qui sont une aberration à corriger au nom du principe de précaution. La prévention des risques technologiques exige la maîtrise du risque à la source par l'exploitant du site, la maîtrise de l'urbanisation, éloigner les populations du site à risque, l'organisation des moyens de secours, l'information, la formation et l'éducation des populations face aux risques. Pila et le marché Total auraient pu être des laboratoires d'une autre approche, à savoir
une restructuration progressive, concertée avec relogement, indemnisation et réorganisation des activités économiques. Ils sont devenus au contraire les symboles d'un État qui agit sans écouter, décide sans expliquer et détruit sans reconstruire. Le Congo-Brazzaville ne pourra prendre ou prétendre, le Congo-Brazzaville ne pourra prétendre à un développement durable en écrasant les plus vulnérables. Une ville moderne ne se mesure pas à la disparition des pauvres de l'espace public, mais à la capacité des autorités à intégrer tous les citoyens dans un projet commun. Gouverner, ce n'est pas déguerpir. Gouverner, c'est prévoir, protéger et accompagner. Le Congo-Brazzaville ne pourra prétendre à un développement durable en écrasant les plus vulnérables. Une ville moderne ne se mesure pas à la disparition des pauvres de l'espace public, mais à la capacité des autorités à intégrer tous les citoyens dans un projet commun. Gouverner, ce n'est pas déguerpir. Gouverner, c'est prévoir, protéger et accompagner. Grand D, de la suite de la critique de la révision unilatérale des listes électorales. Monsieur Charles Roser Kimbene, secrétaire général adjoint, a présenté avec brio la suite du travail d'investigation critiquant le déroulement de la révision des listes électorales. L'analyse des données d'enrôlement dans les districts d'Okoyo, Gamboma et Ongoni mettent en évidence des déséquilibres majeurs et des anomalies récurrentes. Dans la révision des listes électorales, à 4 mois de l'élection présidentielle de mars 2026, dans le district d'Okoyo, aussi bien en milieu rural qu'urbain, les taux d'enrôlement dépassent fréquemment la population de référence sur la base des chiffres de 2022. Plusieurs villages enregistrent des taux supérieurs à 105%, voire 116%, ce qui est systématiquement incohérent en l'absence de recensement actualisé ou de mécanismes fiables de contrôle. Cette dynamique alimente les soupçons de gonflement artificiel des listes dans les zones à forte densité électorale. Dans les districts de Gamboma et Ongoni, les écarts sont tout aussi révélateurs. Gamboma affiche des volumes d'inscription très élevés, notamment au centre et à l'intérieur du district, tandis qu'Ongoni enregistre une progression marginale. Ces disparités extrêmes ne peuvent s'expliquer uniquement par la démographie ou la mobilité des populations. Elles traduisent un déséquilibre structurel du dispositif d'enrôlement. L'absence de biométrie fonctionnelle, combinée à l'existence d'un recensement administratif spécial, fragilise gravement la crédibilité du fichier électoral. Le risque de doublons, d'inscriptions multiples et de manipulations ciblées demeure élevé. Les constats rejoignent pleinement les préoccupations du RFC sur l'impossibilité, dans l'état actuel, de garantir un scrutin transparent, inclusif et démocratique. Les constats issus d'Okoyo, Gamboma et Ongoni confortent la position du RFC, appelant à une réforme profonde du processus électoral, incluant un recensement administratif spécial
et l'introduction effective de la biométrie, conditions indispensables à la transparence et à la souveraineté du vote. Grand E, des travaux préparatoires du Congrès du Parti congolais du travail, un congrès pour la conservation du pouvoir. Les travaux préparatoires du PCT Parti État ont été endeuillés par la disparition tragique dans un accident de circulation le 2 décembre 2025 sur la route nationale numéro 1 de M. Enoch Ngoma Kenge, membre du comité central et de la Commission nationale de contrôle et d'évaluation en mission pour Madingo. Dans un élan de solidarité républicaine et un esprit humaniste, le Conseil des présidents exprime sa compassion pour la perte d'un compatriote. De surcroît, il adresse aux familles biologiques et politiques du défunt les condoléances les plus attristées. Au-delà de la triste nouvelle, l'attention du RFC est retenue par la violente charge des responsables du parti au pouvoir à l'encontre de l'opposition non accommodante aux idées rétrogrades de ce dernier et à l'immobilisme politique de son président, M. Denis Sassou Nguesso. Ce couple indissociable incarne à jamais l'échec congolais depuis au moins 42 ans cumulés, des 65 ans de l'indépendance du Congo, au travers de la malgouvernance, du clanisme, du népotisme, de la concussion, du coup d'État permanent et des violations répétées des droits de l'homme. Dans son discours contre les forces du changement d'hier et ou d'aujourd'hui, M. Gilbert Ondongo avoue une trilogie qui fonde le fonctionnement du système au pouvoir. Petit 1, déni des libertés constitutionnelles conférées aux partis politiques de se réunir et de s'exprimer librement sur toute l'étendue du territoire et les ondes radiophoniques et ou télévisuelles nationales. L'arrêté du ministre de l'Intérieur, numéro 1726 du 30 juin 2025, portant publication de la liste des partis politiques pour l'année 2025, les entraves aux réunions publiques et l'obstruction des médias d'État participent de cette logique de musellement du débat national. Il ne reste plus qu'à interdire aux adversaires la possibilité de construire une nouvelle conscience populaire sur la souveraineté nationale et l'impératif du changement véritable dans le pays, en recourant aux nouvelles technologies de l'information accessibles à toutes les franges actives de la société congolaise, qui, en plus, les plébiscitent et à l'opposé des médias nationaux, au service d'un homme, d'une famille et d'un système prédateur des richesses nationales. Vu sous cet angle, l'opposition est prête à relever le défi de la mobilisation nationale à condition de lui confier la jouissance des libertés constitutionnelles. Petit 2. Déni sur la malgouvernance du pays, dont le cycle de la dette publique est une preuve irréfutable. Après une régence de 42 ans, le Congo est une ruine. Le pouvoir d'achat des familles est nul, pendant que la nomenclatura nationale capte tous les revenus du pays, comme en témoignent les biens mal acquis, les Panama Papers et les Pandora Papers. Les infrastructures sanitaires ne sont plus que des coquilles vides qui sèment iatrogénie et décès
de bout en bout de la chaîne des soins. Les dégradations des routes construites à des coûts prohibitifs perpétuent l'enclavement de l'intérieur au détriment de la productivité paysanne. Le système éducatif est détruit par ceux-là même qui en ont la charge en raison des conflits d'intérêts. En effet, il n'est pas rare dans ce pays que le ministre de l'Éducation nationale soit un acteur privé dans le domaine de l'enseignement. L'eau potable et l'électricité sont des ressources inaccessibles pour les Congolais qui se contentent de forages, des bougies, du feu de bois et des lampes à pétrole pour les besoins quotidiens. Petit 3. Déni d'alternance démocratique. En recourant au coup d'État permanent, tous azimuts, pour s'éterniser au pouvoir. Cette fois-ci, le RFC veillera et ne tolérera aucun détournement du vote national dans l'hypothèse d'une élection régulière, libre et transparente. Si Internet ne vote pas, il a au moins le mérite ineffable d'aider au changement par la conscientisation des populations. Opposition, grand paralytique hier. Aujourd'hui, lève-toi et marche. Le peuple t'y encourage et t'attend à l'arrivée. L'histoire enseigne une vérité immuable. Tout se paye ici-bas. Nul pouvoir fondé sur l'injustice, le mensonge et la répression ne peut durer éternellement. Quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Les peuples finissent par reprendre leur destin en main. Et la vérité, tôt ou tard, triomphe de la peur et de l'arbitraire. Grand droit du climat politique dans le monde, notamment en Afrique. Le RFC a analysé les accords récemment signés entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi sous les auspices de l'administration Trump, présenté par M. Jean-Jacques Serge Yombi Opango, deuxième vice-président. Ces accords suscitent autant d'espoir que d'interrogations. Ils témoignent d'une volonté affichée de stabiliser la région des Grands Lacs, de renforcer la coopération économique et de lutter contre les groupes armés transfrontaliers. Toutefois, une lecture critique révèle plusieurs limites. D'une part, le rôle d'un acteur externe comme Donald Trump peut être perçu comme une imposition diplomatique réduisant la marge de manœuvre des dirigeants locaux et risquant de transformer un processus régional en instrument de politique étrangère américaine. D'autre part, les engagements pris manquent de mécanismes contraignants et de transparence, laissant planer le doute sur leur application concrète. Enfin, ces accords risquent de privilégier les intérêts stratégiques et sécuritaires de Kigali et de Kinshasa au détriment d'une réelle participation de la société civile et des populations affectées, ce qui pourrait fragiliser durablement leur crédibilité et leur impact. Après ce vaste tour d'horizon de la situation nationale et internationale, le Conseil des présidents a achevé ses travaux sur une note d'espoir du président Clément Mirassa. La lutte continue et la victoire est certaine pour un Congo révélé.
faite à Brazzaville le 7 décembre 2025 pour le Rassemblement des forces du changement. Son premier vice-président, chargé de la prospective, de la communication et porte-parole, le docteur Marcel Nguitokoulou.